Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, nous allons voir ce qu'est une bonne affaire. Donc une bonne affaire, c'est un logement qu'on va acheter, enfin un bien immobilier que nous allons acheter pour un investissement locatif et qui va dégager donc un rendement et un résultat positif. Donc un petit exemple, mensualité de crédit, donc on emprunte à la banque, on va garder à peu près le même chiffre, 800 euros par rapport à la vidéo précédente. Et donc, on applique la règle de calcul qu'on a vue précédemment sur la règle des 70%. Donc là, en fait, ce qu'on va chercher, c'est surtout par rapport à un emprunt, les loyers qui sera nécessaire d'avoir. Voilà. Et si on est en dessous de ces loyers-là, eh bien, on devra mettre de notre poche. Et c'est pas donc ce qu'on entend nous par une bonne affaire, une affaire rentable, qui dégage donc un résultat positif. Donc là, si je prends l'exemple, on fait 800 qu'on divise par 70%, donc on a mis 0,70 pour les calculs, c'est égal à donc 1142 euros de loyer mensuel. Ça veut dire en fait, on est à 1142 mensuels, c'est si on fait 1142 et on prend la règle des 70, vous avez vu avec les 30% qu'on estime de charge, on s'adapte par rapport à ce que prend comme calcul le banquier. Alors ça peut être bien souvent, on peut être à 25%, 20% de charge, mais on va dire que quelque part on se calque par rapport à ce que le banquier prenne dans le calcul. Et donc là, on va être à 1142, donc imaginons qu'on a 30% de charge et le reste 70%, ça correspond à l'emprunt. Eh bien, on sera sur une affaire qui s'autofinance. Ça veut dire qu'en fait, on sera à zéro à la fin du mois. Et nous, c'est pas ce qu'on recherche. Donc ça veut bien dire qu'il faudra qu'on aille bien au-delà, qu'on aille chercher les affaires. Même si on est à 1200 euros, on sera sur un résultat positif, on sera sur une affaire, une bonne affaire, donc avec un rendement. Voilà, savoir qu'aujourd'hui, c'est pas non plus la majorité des biens qui dégagent du rendement. Voilà. Donc nous, quelque part, c'est cash flow positif. On achète en dessous du prix du marché et on applique la règle des 70%. Donc un point important aussi, je vais mettre le casque, excusez-moi, c'est de voir la durée d'emprunt. La durée d'emprunt, il y a beaucoup de, comment je pourrais dire, de croyances à ce sujet-là. Moi, ça m'est arrivé aussi quand nous avons démarré, puisque quelque part, on pense que la meilleure stratégie, c'est celle de prendre le minimum d'emprunt. Et on va voir donc dans cet exemple-là que c'est pas forcément la meilleure stratégie. C'est une stratégie, c'est possible, complètement possible. Il n'y a pas d'interdiction. Maintenant, c'est pas la meilleure stratégie. Alors là, je vous ai mis donc trois durées différentes avec donc un loyer qui est identique à 1100 euros. Et donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu la mécanique de ce ce que je suis en train de vous dire. Donc, si on prend 15 ans, 20 ans ou 25 ans, les différences qu'il peut y avoir. Donc, si on prend par exemple une durée d'emprunt sur 15 ans, eh bien, la mensualité d'emprunt sera de 1000 euros. Donc, j'ai pris un exemple. Hein. Et suivant les loyers et les charges, donc les charges seront identiques pour les trois durées différentes. Mais par contre, le cash flow, lui, donc la différence entre les loyers, charges et l'emprunt, eh bien, sera différent en fonction de la durée. C'est complètement mathématique et logique, mais en même temps, c'est important de le savoir. Que quelque part, c'est pas forcément la meilleure stratégie de rembourser le plus rapidement possible. Donc là, on a pris donc sur 15 ans, on a un emprunt de 1000 euros, donc là, il va falloir qu'on mette 50 euros de notre poche tous les mois. Alors vous me direz, sur un investissement à 100, 150 000, 200 000, voire plus, c'est pas énorme de mettre 50 euros par mois, même quand on regarde les produits de défiscalisation, mais ça reste toujours 50 euros par mois qu'on doit sortir de notre poche. Et ça, c'est pas notre objectif, encore une fois. Ensuite, on a sur une durée de 20 ans, on a là pour le coup la mensualité d'emprunt qui diminue, donc qui est moins forte. Et là, on est sur un équivalent de 750 euros. Là, tout de suite, avec le même loyer, les mêmes charges, eh bien, on fait un cash flow positif de 200 euros. Cash flow positif brut. Hein. Donc ça, vous l'avez vu dans les calculs précédents. Ensuite, sur 25 ans, eh bien là, ça diminue encore. On est à 570 euros à peu près. Et là, avec les mêmes loyers, mêmes charges, donc on aura un cash flow positif de 380 euros. Voilà, c'est juste pour comprendre comme il faut au départ la mécanique qu'il peut y avoir au niveau de la durée d'emprunt. Donc ça, c'est important que vous ayez cette vision-là. Et c'est important pour vos choix. Après, libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez prendre sur 10 ans, vous prenez sur 10 ans. Si vous voulez prendre sur 12 ans, vous prenez sur 12 ans. 17 ans, pareil, c'est vous qui choisissez.
Maintenant, je vous explique, moi, la différence qu'il peut y avoir entre ces durées d'emprunt sur du plus long terme. L'idée, c'est réellement d'emprunter sur le maximum qu'on puisse emprunter, sur 25 ans. Et voilà, pourquoi? Parce que ça nous permet de faire non seulement du patrimoine, avec le remboursement, donc l'effet de levier bancaire, et en plus de faire de la trésorerie, donc de faire du cash flow positif. Et ça permet, donc le banquier, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que ça fait de la rentabilité. Et donc, eh ben, il va vous accepter plus facilement en fait des nouvelles opérations. Alors, ce qu'il faut savoir par contre, c'est plus la durée d'emprunt est longue, plus le banquier, lui, ça va moins lui plaire, puisque quelque part, il va rentrer son argent dans, il va être obligé pour le coup de vous attendre par rapport au remboursement complet de ce qu'il vous aura prêté. Donc ça viendra impacter le scoring bancaire, votre scoring bancaire. Donc l'idée, c'est pas non plus de vous faire refuser le dossier, mais c'est de trouver le bon réglage. Et ça, on le verra aussi, on verra tout ce qu'ils prennent en compte dans le scoring bancaire pour quelque part ensuite apporter une validation à votre dossier. Donc ce sera vraiment très important de zoomer sur ce sujet-là. Donc ça, vous aurez une formation complète là-dessus. Alors, ce qui est important aussi, c'est le levier fiscal à prendre en compte. C'est un levier très puissant dans l'investissement. Plus l'emprunt est long, plus on va pouvoir diminuer sa base fiscale. Les intérêts d'emprunt se passent en charge au niveau de la comptabilité. Donc ça, c'est aussi important de le prendre en compte. Il y a l'effet de levier bancaire qui est très très intéressant, c'est le plus puissant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'effet de levier fiscal. Donc la majorité des prêts immobiliers aussi, il faut savoir, sont soldés au bout de 7 ans. Donc un investisseur, ça ne garde rarement son bien, c'est toujours un petit peu en mouvance, voilà, parce que quelque part, on regarde aussi ce qui se passe au niveau des amortissements, et si on est bien entouré au niveau fiscal, au niveau des experts d'un expert comptable, eh bien il va pouvoir nous indiquer qu'il est temps de vendre, puisque sinon on va être trop impacté au niveau des impôts. Voilà. Alors soit après, il y a plusieurs stratégies possibles, mais vous pouvez aussi garder le bien. Ouais, ce qui est important, c'est de bien regarder ce qui se passe au niveau comptable, au niveau fiscal, parce que les imputations de charges ne durent pas dans le temps. Donc à un moment donné, ça s'arrête comptablement. Donc, pour le coup, il faut veiller vraiment à votre fiscalité par la suite. Ça, on verra aussi tout ça dans le module fiscal. Alors, il y a un autre point important à connaître, c'est le différé d'emprunt. Alors, qu'est-ce que c'est que le différé d'emprunt ? Vous allez demander donc un financement à la banque, et ce financement, il y a bien un moment donné où il va falloir commencer à le rembourser. Et bien avec le différé d'emprunt, vous pouvez demander pendant que vous allez demander le financement, d'avoir cette option, ce différé d'emprunt. Vous allez le justifier, expliquer pourquoi. Donc là, il va y avoir une enveloppe travaux assez importante. Et on a prévu de faire ça, ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut avoir un différé d'emprunt ? Il est très rare qu'on vous refuse, parce que ça fait partie des options possibles. Et pour le coup, au lieu de démarrer, par exemple, si vous êtes au mois de juin et que vous devez commencer à rembourser au mois de septembre, vous venez d'avoir les clés de votre appartement, il n'est pas encore fini, vous avez la rénovation, vous avez les peintures à faire, et du coup, il ne va pas démarrer en septembre, enfin, vous n'allez pas mettre des nouveaux locataires en septembre, mais vous allez les mettre en novembre. Et le différé d'emprunt va vous permettre en fait de demander une durée de 6, de 4, de 6, de 12, ce que vous souhaitez avoir. Mais l'idée, c'est quelque part de décaler en fait le remboursement. Donc ça peut être, nous clairement, parfois il nous est arrivé de prendre 18 mois. Qu'est-ce que ça permet en fait ? Ça permet de ne pas avancer déjà les loyers, enfin les remboursements d'emprunt sur par exemple les 2 ou 3 premiers mois où vous n'aurez pas de locataire. Ça permet de se constituer une trésorerie, donc ça on le verra plus tard, mais c'est très important d'avoir une trésorerie, en fait, un équivalent de 12 mois sur chaque appartement ou immeuble, l'équivalent de 12 mois de loyer, voilà, qui dorment en fait sur le compte en banque, mais ce qui permet de parer à n'importe quel imprévu. Donc ça peut être une demande de fonds pour faire tel travaux dans une copropriété. Un locataire, ça peut vraiment arriver, mais bon, c'est assez rare, qui ne paye pas un loyer ou qui, quelque part, qui a un problème. Ça peut parer vraiment à ça. Voilà, c'est l'idée. Alors imaginez, vous demandez de différer d'emprunt,
ça diffère. Et pour le coup, ça vous permet, avec le loyer des locataires, de vous constituer cette trésorerie sans débourser 1 euro de votre poche. Voilà ce que ça permet de différer les emprunts. Donc ça, on verra plus précisément aussi dans le module bancaire. Un autre point important, c'est le taux d'endettement. Alors le taux d'endettement, quand on est donc sur cette durée d'emprunt, ce qui est important, c'est pas de l'impacter. Donc c'est de le garder justement contracté sur une durée longue. Plus on va prendre une durée d'emprunt courte, plus on va impacter ce taux d'endettement, ce qui est logique, c'est mathématique. C'est un peu les vases communicants pour le coup. Parce que on regarde l'emprunt, vous voyez l'exemple, il y a 15 ans c'est 1000 euros, à 25 ans c'est 70 euros. Donc pour le coup, eh bien, le taux d'endettement il sera moins impacté sur une durée longue. C'est aussi pour ça qu'il est important qu'on vous souligne cette stratégie. Donc il est préférable de prendre sur une durée beaucoup plus longue avec tout ce qu'on vient de vous citer là. C'est le seul petit bémol, c'est de bien faire attention au scoring bancaire, voilà, pour ne pas être refusé. C'est important. Donc après, vous pouvez être dans l'échange aussi avec votre banquier, mais lui, il ne va pas vous aider à prendre quelque chose de long, normalement. Son intérêt, c'est que ça soit court. C'est son intérêt. Enfin, moi, je me mets à sa place. Mais voilà, nous, notre intérêt, c'est avec tout ce qu'on vient de vous citer, c'est de prendre une durée longue. Voilà. Ok, donc là, c'est vraiment hyper important, cette slide-là. On est sur de l'immobilier, on est sur de la pierre, on est sur de l'investissement. On va voir toutes les étapes, mais ce qui est important, c'est de bien regarder cette triptyque. Et ça, va falloir le garder vraiment tout au long de votre parcours. Donc, dans la triptyque, vous êtes également, vous faites partie du système. Bien souvent, on zoome uniquement sur le bien. Donc, effectivement, il y a tout ce qui va aller autour du bien, mais c'est pas le tout. Il y a aussi également votre partie à vous. Vous allez avancer sur le chemin et vous allez rencontrer soit des obstacles, soit des difficultés, soit des manques de connaissances. Vous allez rencontrer plein de choses. Donc, vous allez rencontrer des doutes, vous allez rencontrer peut-être des peurs. Et là, c'est important donc de faire un focus là-dessus, puisque ça fait partie du package, en vrai, pour devenir un véritable investisseur confirmé. Donc ça fait partie du package. Mais ce qu'il faut se dire, donc c'est normal. Voilà, c'est normal puisque on réagit en fonction de l'avancée de l'environnement. Vous allez peut-être certainement sortir de votre zone de confort à certains endroits. Maintenant, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, c'est super, vous allez aller très vite. Mais quelque part, chacun sa vitesse. Il n'y a pas on est en toute bienveillance dans cette formation, dans ce programme. Donc chacun sa vitesse. Chacun a des croyances. On est là pour quelque part vous faire prendre conscience et de vous indiquer en fait les meilleures possibilités. On ne détient pas non plus toutes les vérités, puisque quelque part, le bien que vous allez aller visiter, c'est avec votre énergie, c'est vous qui allez le chercher, c'est avec votre pensée, vos goûts. Donc, nous, on va vous indiquer en fait les techniques, les avis, les conseils, notre expérience, et ce qu'il est important d'appliquer. On va mettre aussi des chiffres beaucoup dans ces modules-là pour que vous ayez réellement les bonnes prises de décision. Mais quelque part, on va vous apprendre à pêcher, mais on ne va pas non plus pêcher à votre place. Donc ça, c'est important de se dire. Et c'est important de garder cette triptyque. C'est un cercle qu'il faut tout le temps en fait faire attention. Donc il y a le bien, il y a le montage aussi, le montage au niveau de la stratégie fiscale. Donc ça, on verra ça dans les modules de la fiscalité. Il y a toutes ces parties-là et ça emmène donc à la réussite et au succès par rapport à l'objectif que vous allez vous fixer. Donc c'est réellement important, c'est une notion parce on peut avoir tendance à s'oublier, à se mettre un petit peu de côté et il nous arrive des choses, on ne comprend pas trop. Mais voilà, il faut se dire que quelque part c'est normal, on a fait un module nous mindset, mais le mindset en fait il va être tout au long du chemin. Ok ? Alors, c'est sûr que quelque part, vous allez me dire peut-être pourquoi on ne trouve pas des biens affichant 12% de rentabilité tout de suite dans les plateformes seloger.com ou le Bon Coin.
alors que quelque part, vous entendez peut-être dans des groupes des investisseurs confirmés parler donc de rentabilité de cet ordre-là, et parfois même il y en a qui vont bien au-delà, donc c'est assez impressionnant. Mais c'est normal, c'est puisque quelque part, en fait, eh bien, dans ce qui est diffusé sur les plateformes communes, on va dire, hein, c'est des plateformes communes, c'est des plateformes qui sont à la vue de tout le monde. Donc, c'est des biens qui, effectivement, eh bien, sont affichés et qui ne sont pas négociés. Donc, quelque part, pour obtenir ces rentabilités, ça passe par de la négociation et donc de la valorisation. Donc ça c'est pareil, on verra plus dans le détail plus tard. Mais les biens donc en bon état sont toujours chers, qu'à 90% des gens, eh bien, ils ne veulent pas faire de travaux. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup d'émissions sur ces sujets-là, où on a du clé en main, donc c'est beau, mais nous, c'est pas notre matière première, on va dire. Donc pourquoi parce que nous, on recherche effectivement l'objectif d'aller chercher 12% de rentabilité, voire plus. Et donc, il faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Et donc là, par contre, on est beaucoup moins nombreux à rechercher ces biens. Et ce qu'il faut se dire, en fait, que les biens avec travaux, ça nous permet, nous, d'avoir des avantages au niveau de la fiscalité. Plus on a des travaux, alors je ne dis pas non plus qu'il faut se mettre des enveloppes relativement lourdes, mais parfois c'est quand même très intéressant parce qu'on ne paiera pas d'impôts après par la suite. Pas ou peu. Donc l'idée, comment créer une bonne affaire, donc on divise, on crée une nouvelle chambre, et puis il y a aussi au niveau du mode de l'allocation. Donc c'est sûr que quelque part on verra par la suite, mais les modèles en location nue, bon c'est un petit peu les anciens modèles qu'on peut observer, c'est pas ce qui génère le plus de rentabilité. Donc là, on va voir les 4 paramètres qui sont importants, qui constituent une bonne affaire. Donc, le premier paramètre, c'est le cash flow positif. On prend le calcul des 70%, comme le banquier il peut le faire, avec les 30% d'équivalent de charge. Et ensuite, là où il faut attirer votre attention, c'est que si imaginez, vous dégagez 50 euros de cash flow sur votre affaire, donc on a vu ce que c'était au niveau des exemples précédemment, eh bien ça ne sera pas pareil sur un studio que sur un immeuble de rapport. Il faut faire très attention à ça. Donc on vise bien aussi la sécurité qu'on verra en point 3. Mais donc 50 euros de cash flow, vous allez me dire, bon bah c'est bien Christophe, je fais de la rentabilité. Je fais oui, mais quelque part, ok, mais 50 euros c'est bien sur un studio. Par contre sur un immeuble de rapport, vu le risque que ça vous endossez, c'est tout de suite un peu moins sexy, quoi. Donc là, il faut faire attention à ce point-là, ok, au niveau de la part de risque qu'il peut y avoir entre les deux. Donc il faut vraiment en prendre conscience. Ensuite, en 2, comment on fait une bonne affaire? C'est en valorisation du bien. Donc là, on va chercher des biens pas clés en main avec les travaux. Alors après, on a vu dans les produits d'investisseurs, ça dépend aussi de ce que vous êtes, mais quelque part, pour vraiment augmenter la rentabilité, plus on va valoriser le bien, plus on va forcément à la revente avoir une plus-value. Et en même temps, au niveau on va voir que valoriser un bien, ça que des intérêts. Par exemple, sur le turnover, eh bien, vous allez pouvoir faire des travaux tout neufs avec du mobilier tout neuf. Donc, vous allez, comparativement à la concurrence qui propose, s'ils proposent la même typologie de biens que vous, eh bien, moi, si je suis étudiant ou un jeune actif et j'ai le choix entre quelque chose de tout neuf et quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, pas rénové, je vais forcément aller vers le neuf. Ça, vous pouvez faire le test même pour vous-même, vous verrez que quelque part, vous irez dormir dans quelque chose qui sent le neuf. Ensuite, il y a l'aménagement. On peut également opter pour la division. Donc la division, une colocation, un co-living, une colocation, c'est de la division. Voilà, l'idée, c'est réellement La dernière fois, je discutais avec un directeur qui s'appelle Charlie. Je discutais avec Charlie, un directeur d'une agence immobilière qui m'a fait visiter en fait un bien, son bien immobilier sur la commune qui est pas très loin de chez nous, et parce qu'on fait aussi on fait de la gestion locative, et voilà, il m'a présenté son bien très intéressant. C'était une maison qu'il avait achetée et il avait divisé en 3. Donc en 3, vraiment très intéressant, une maison avec 2 appartements en sous-sol
Et puis il avait vraiment aménagé comme il faut, mis une cloison de séparation, même au niveau du jardin. C'était vraiment très chouette. Et au-dessus, à l'étage, donc il avait gardé tout l'étage pour faire une colocation avec. Il avait construit un petit escalier, tout rénové, chouette comme tout. Vous voyez, ça peut valoriser complètement le bien si il aurait loué la maison dans son ensemble à une personne, à une famille. Il n'aurait pas la même rentabilité que multiplié par 3. En plus, en 3, à l'étage, il a mis une colocation. Donc à 500 € la chambre. Donc ça faisait 4 chambres à 500 €. Plus en bas des petits studios. Vraiment tip top. Vous voyez un petit peu les aménagements qu'on peut faire. Ensuite, en paramètre 3, on a la sécurité. Donc là, la sécurité, c'est d'avoir de la liquidité, de la trésorerie, donc pour prévoir si jamais il y a des imprévus. Et là, on a vu la mécanique avec comment le différé d'emprunt, comment on peut faire pour utiliser cet effet de levier là aussi, qui est très intéressant pour avoir de la trésorerie. Ensuite, au niveau de la sécurité, donc on en a parlé avant avec les travaux, le confort des locataires ou des voyageurs, qui diminue donc vraiment le turnover. Ça, c'est important parce que dans les calculs, on mettra de la vacance locative, mais nous, après, en réalité, l'idée, c'est vraiment de complètement absorber cette vacance locative qui n'en est pas du tout. Et ça, c'est réellement en mettant de la forte valeur ajoutée. Quelque part que les personnes, les locataires que vous allez avoir, qui se posent la question, vraiment qui se posent la question, je ne trouverai pas mieux ailleurs. Donc je préfère même parfois garder une chambre pendant les congés, et plutôt que de la rendre. Et bien souvent, c'est les parents qui payent. Donc, et il faut, quelque part au niveau de la sécurité, c'est que dès que vous allez entrer dans un bien que vous allez rechercher, tout de suite penser déjà à la revente. Penser à la revente, ça aide à trouver le bon emplacement aussi. À se dire, est-ce que le bien, il va être quelle liquidité va avoir le bien immobilier que j'achète? Est-ce qu'il va se vendre rapidement? Est-ce qu'il va se vendre un peu plus long? Il va prendre du temps à revendre. Voilà, tout ça, ça va permettre déjà aussi, vous, de prendre conscience dans quel endroit vous achetez. Parce qu'après, il y a beaucoup de formations où, quelque part, on se base que sur les calculs. Mais c'est pas que sur les calculs qu'il faut se baser. C'est également prévoir ce qui est, on va dire, le maximum ce qui est prévisible. Et puis, donc j'ai parlé de l'épargne, donc là, c'est plutôt de la trésorerie, on va dire, donc avoir un équivalent d'un an de loyer, donc ça c'est la règle, d'avoir un an de loyer sur son compte pour prévoir donc les travaux imprévus. Il peut y avoir, alors il faut faire très attention aussi quand on visite, mais ça on le verra par la suite, au niveau des cages d'ascenseur, au niveau du ravalement, au niveau des parties communes, hein. Il peut y avoir des travaux imprévus, donc ça, quelque part, quand ils font un appel de fonds, vous pouvez avoir des sommes de 1500, 2000 € qui sont à sortir. Ça fait partie du game. Et là, il faut avoir constitué une trésorerie pour pas être sous la gorge. À la gorge. Ensuite, il y a le quatrième point, c'est une stratégie long terme. Là, c'est de voir ce qu'on a construit, ce que vous aurez construit sur le premier jet. Alors, je rappelle que quelque part, le premier bien que vous allez prendre, c'est le plus important, puisque c'est quelque part celui qui va vous donner confiance, mais c'est également celui qui va donner confiance à votre banquier. Et si votre banquier il a confiance et vous avez confiance, ce que vous allez faire, si c'est une opération qui vous dégage du résultat positif, une fois que vous allez dedans, vous allez envie d'avoir une chose, c'est de renouveler. Donc l'idée, c'est pour le coup de renouveler. Donc là, suivant aujourd'hui votre état d'esprit, votre mindset, votre confiance, ça va dépendre sur comment vous allez démarrer et sur quel produit vous allez démarrer. Mais l'idée après, c'est d'aller chercher des choses un peu plus complexes, techniques. Donc il va falloir prendre des connaissances sur les nouvelles lois. Et pour passer à l'étape supérieure, donc on va commencer tout de suite à s'intéresser un petit peu à demander un permis de construire, pouvoir faire des divisions officielles, donc déposer ses demandes en mairie. Voilà, c'est des choses comme ça, donc pour le coup, qui s'apprennent. Donc vraiment, c'est voir les choses sur du long terme. Donc c'est ces 4 paramètres qui vont faire en fait que quelque part vous allez décoter une bonne affaire.
Alors là, je reprends une phrase d'un investisseur qui a un parc vraiment très important qui indique le marché n'est pas notre marché. Donc j'ai repris cette phrase parce que j'aime bien et c'est assez clair en fait. En tant qu'investisseur, on n'achète pas au prix du marché. Voilà. L'idée, c'est réellement de négocier, on l'a vu, de valoriser le bien. Donc pour ce faire, en fait, il faut prévoir beaucoup de visites. Faut pas avoir peur d'aller visiter. Au début, quelque part, faut se décoincer. On se pose des questions et ainsi de suite. Plus on se pose de questions, plus il faut aller visiter, plus il faut aller sur le terrain. Plus vous allez vous mettre en mouvement, plus vous allez lever des doutes, des peurs. Vous allez aussi également renforcer vos connaissances, parce que là, nous, on va vous indiquer des connaissances, des conseils, des avis, notre expérience. Mais ce qui va être important, c'est vous faire votre propre expérience. Et l'idée, faut passer en mouvement, il faut visiter. Donc prévoir beaucoup de visites. Nous, ce qu'on indique, c'est que quelque part, pour devenir un bon investisseur, un gros investisseur, donc il faut faire il faut enchaîner entre 30 et 50 visites par mois. Eh oui, je sais. Mais quelque part, au début, il faut visiter, il faut voir pas mal de... L'immobilier, vous allez voir, c'est impressionnant toutes les possibilités, les jeux de Lego qu'il y a pu y avoir, tout ce qu'on peut et tout ce qu'on a pu construire jusque-là. C'est impressionnant tout ce qui peut. C'est vraiment du Lego. Et là, il faut réellement, il faut s'abreuver de différentes possibilités. Il faut aiguiser son œil. Donc, il faut prévoir de réaliser beaucoup d'offres d'achat. Voilà, donc, et puis il faut y aller, il faut tester un petit peu. En France, on n'a pas l'habitude de négocier, donc on n'a pas l'habitude de travailler un peu l'argent, mais de discuter de ça. Et pourtant, nous, on fait que ça. Voilà, investisseur, faut faire que ça. C'est là où vous allez gagner, c'est de négocier à tous les niveaux. Donc on négocie le prix d'achat, on va négocier le séquestre, on va négocier les conditions suspensives, on va négocier les travaux, on va tout négocier, on négocie tout. Voilà. Donc l'idée c'est respecter toutes ces étapes et ce qui est important, le risque qu'on va prendre, c'est de perdre son temps finalement. Prendre le temps de s'organiser des visites. Alors au début, c'est sûr que quelque part ça va être un peu ça va changer votre organisation. Et puis l'idée c'est il faut aiguiser l'œil parce que vous n'allez pas trouver les bonnes affaires tout de suite comme ça, à moins que vous ayez vraiment de la chance, et ça c'est ce que je vous souhaite. Mais réellement, plus vous allez aiguiser, plus vous allez penser immobilier du matin au soir. Et plus il y a un moment donné, c'est sûr que ça va tomber. Donc on va voir maintenant dans cette slide les anomalies de marché. Ça c'est important qu'aussi vous ayez en tête cette partie-là. Il y a deux types d'anomalies de marché qui existent. Donc c'est l'erreur de tarif. Là c'est carrément un propriétaire qui a mis une annonce et qui s'est complètement planté de quelques milliers d'euros. Ça arrive, mais c'est très très rare. Donc au niveau de vos alertes, vous mettez en mode Usain Bolt, pour le coup. Là, vous droppez, vous appelez votre banquier. J'ai une affaire, toc, si vous la raflez, tant mieux pour vous. Voilà, donc ça, faut aller très vite. C'est peut-être pas dans les débuts que vous allez avoir à faire à ces sujets-là, puisque quelque part, il va falloir un temps quand même d'implémentation. Mais ça arrive, voilà, ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Ensuite, il y a le secteur qui est dégradé. Donc là, vous pensez que vous achetez une bonne affaire. Tous les indicateurs qu'on verra par la suite, vous les voyez au vert, au niveau du cash flow, au niveau du bien en lui-même, de la rentabilité, donc ça dégage le cash flow. Tout concorde dans la copropriété, c'est nickel, machin. Par contre, vous n'êtes pas rendu compte que vous étiez à côté d'un quartier un peu sensible, beaucoup même. Là, ça passe en motocross, ou alors que vous êtes dans un quartier où il y a des filles de joie. Enfin bon, le truc pas très... un peu glauque. Il peut aussi y avoir une gare avec les trains. Donc les trains, ils passent juste à côté. Ça fait énormément de bruit. Ou alors vous êtes dans une usine. Enfin bref, voilà, je vous ai mis un petit peu... je vous ai planté un peu le décor sur ce deuxième point d'anomalie de marché. Donc vraiment vigilance. On verra aussi par la suite tout ça dans l'étude de marché pour vraiment pas se tromper. Je connais une anomalie de marché qui représente, c'est une ville complète qui est une anomalie de marché, c'est en Île-de-France, c'est une ville où là ça fait un creux en fait, quand on regarde les villes à proximité, à côté,
Les prix de l'immobilier au mètre carré sont à 5 000 euros. Je vous dis un exemple. Et cette ville, elle fait 3 000. Voilà. Donc après, derrière, c'est une anomalie de marché parce que c'est pareil. C'est une ville qui est quand même compliquée au niveau de sa population. Mais clairement, c'est la ville complète qui est en anomalie. Après, c'est le temps que ça se régule, que ça se remette au prix, et bien, faut augmenter les loyers, ainsi de suite, faut remettre du neuf, c'est assez long. Mais voilà, c'est des choses qui existent, c'est intéressant. Suivant votre parc immobilier, après par la suite, vous pourrez injecter dans des... Après, vous avez les soucis qui vont avec. Hein. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va se réguler, mais par contre, en attendant, vous avez des soucis. Voilà pour ça. Je voulais vous dire les anomalies de marché, donc c'est important. De toute façon, il faut vraiment avoir un éventail de ce qui est possible d'avoir pour que quelque part vous puissiez avoir les meilleures, toutes les cartes, parce que c'est un jeu de cartes en vrai, hein, toutes les cartes à un moment donné. Tiens, Christophe il m'a dit ça ou Sandra m'a dit ça, et donc là vous pouvez dégainer. Ok ?